Qu'est-ce que le judaïsme peut apporter au monde des entreprises ? Le judaïsme, source d'inspiration et de succès pour les entrepreneurs et l'entreprise. C'est justement un nouveau projet, beau projet, porté par l'organisation Judaïsme en Mouvement. Une mission qui sera structurée sur une série de 4 conférences débats qui se dérouleront entre ce mois de novembre 2024 et mai 2025, mai prochain. Pour en parler, nous sommes en direct en studio avec Jean-Daniel Pic, administrateur de Judaïsme en Mouvement et fondateur de J'aime ta startup. Bonjour. Bonjour. Et en ligne également avec nous, par téléphone, Georges Elias Sarfati, professeur des universités, philosophe, linguiste et psychanalyste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, Jean-Daniel, après le lancement de J'aime ta startup, un programme, il faut le rappeler, qui soutient de jeunes entrepreneurs qui font du bien à la société ou à la planète, il s'agit du second événement, encore un peu lié finalement au monde des entreprises, même carrément lié au monde des entreprises, on peut le dire. Qu'est-ce qui a inspiré ce projet ? Eh bien, le judaïsme, c'est une philosophie de l'action, c'est une philosophie de la mise en pratique d'un monde de justice. Alors, on a commencé avec J'aime ta startup, qui est un programme qui soutient des jeunes entrepreneurs qui font du bien à la société ou à la planète. Donc, on a commencé par les travaux pratiques. Et puis, après 3 ans de mise en pratique et de soutien des jeunes entrepreneurs, on s'est dit qu'on allait prendre un pas de recul et puis qu'on allait réfléchir et on allait mettre en lumière à quoi ça sert tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que le judaïsme a à dire aux entrepreneurs et aux entreprises. Alors, qu'est-ce que le judaïsme a à dire justement aux entreprises ? Georges Elias Sarfati, vous allez partir pour ces conférences, donc cette série de conférences auxquelles vous participez, vous allez partir des textes de la tradition juive, donc la Torah, le Talmud, etc., d'autres textes, pour nous expliquer ce qu'on peut tirer dans la réussite d'une initiative entrepreneuriale et d'une entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple de ce que disent les textes à propos ? Un texte en particulier, peut-être. Alors, tout d'abord, il faut d'abord préciser que la Bible hébraïque et toute la tradition du judaïsme, qui est une tradition d'exégèse, ne sont pas du tout conçues pour déterminer l'activité entrepreneuriale, parce que nous commettrions un énorme anachronisme. Néanmoins, l'enjeu de ces conférences, dans le cadre du judaïsme en mouvement et à l'initiative de Jean-Daniel Pic, c'est de montrer que les bases fondamentales sont posées pour développer une conception de l'activité humaine et de la responsabilité qui se trouve et qui est inhérente à toute entreprise au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il faut aussi insister, je pense que Jean-Daniel y reviendra, sur le fait que les entreprises qui sont valorisées dans ce contexte sont celles en effet qui apportent des innovations bénéfiques pour la société et pour l'environnement. Et de ce point de vue-là, la Bible hébraïque a déjà posé une vision du monde qui est tout à fait en phase avec ce que l'entrepreneuriat contemporain, soucieux d'affirmer des préoccupations morales, véhicule. Est-ce qu'il y a un texte en particulier, justement, peut-être, auquel vous pensez ? Dès le Sefer Bereshit, les principaux récits posent la question de la responsabilité et de la valeur morale des actions. Alors, on peut considérer que à partir des premiers temps, dans les récits fondateurs, qu'il s'agisse d'Adam et Ève ou qu'il s'agisse de la révélation faite à Abraham, les normes de l'action sont posées dans des termes qui sont effectivement ceux de la productivité, d'une productivité, je dirais, à la fois honnête et soucieuse des autres. Je pense notamment au moment où, à l'issue de la guerre des rois, Abraham va sauver son neveu Lot, qu'il appelle son frère, et qu'il est amené à dialoguer, entrer dans 2 interactions différentes, l'une avec le roi de Sodome, l'autre avec Melchisédek, le prêtre de Salem, de Jérusalem. Et on voit que les conditions du dialogue ne sont pas les mêmes. Avec le roi de Sodome, il est impossible de dialoguer. Alors que Melchisédek et Abraham lui-même considèrent que leurs relations se font sur la base de la reconnaissance de valeurs communes. Donc ça, c'est déjà très important parce que nous sommes dans une première forme de contrat, d'une certaine manière. Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement, beaucoup de sujets qui seront abordés. Jean-Daniel, vous souhaitiez réagir aussi à ce que vient de dire Georges Elias ? Oui, juste prolonger ce que disait Georges Elias.
l'un des enseignements qui nous a mis sur la piste de ces conférences, on s'aperçoit que dès les premiers livres de la Torah, les Juifs inventent le concept de partie prenante, de ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE. C'est absolument formidable. Ça commence par qu'est-ce qui se passe pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat, les animaux se reposent, les esclaves se reposent. Tous les 7 ans, l'année de la Shemitah, la terre se repose. Donc les Juifs inventent l'idée de l'écologie, la RSE. Et c'est ce genre de pistes qu'on va suivre, qu'on va parcourir au long de ces conférences. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'Israël, par exemple, est champion des startups et des startups qui font du bien à l'humanité. C'est vrai, on en parlait. Cette notion de tikkun olam, de réparation du monde. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui visent à améliorer le quotidien, notre quotidien, via dans différents domaines d'ailleurs. Ah, vous avez absolument raison. Ce que vous venez de dire, c'est l'idée fondatrice du programme J'aime ta startup qu'on a lancé. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un terreau extrêmement fertile. Effectivement, Israël est un modèle de Startup Nation, c'est bien connu maintenant, mais la France offre une richesse un terreau entrepreneurial extrêmement puissant. On n'a maintenant aucune difficulté, année après année, pour trouver quelques dizaines de startups qui ont pour mission de faire du bien à la société ou à la planète, rien qu'en France, et en faire gagner quelques-unes et les mettre en lumière. Alors, dans quelle mesure vous pensez, et peut-être cette question, je vais vous la poser à tous les deux, dans quelle mesure vous pensez que le judaïsme peut concilier la réussite économique et la quête de sens ? Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient la Torah dans les yeshivot, etc., qui ne veulent pas forcément travailler, qui s'intéressent au texte. Comment concilier les deux ? Georges Elia, je vais te laisser la parole, oui. Mais c'est ce que je disais juste avant. À partir du moment où on parle de concept de partie prenante, les parties prenantes, ça inclut tous les collaborateurs, tous les individus qui concourent au succès d'une entreprise dont la mission est de faire du bien à la société ou à la planète. Les collaborateurs étant une des parties prenantes. L'un des sujets qu'on va creuser avec Georges Elia, c'est qu'est-ce que c'est que la création de richesse ? Quelle est la place de la création de richesse vue dans nos textes, dans notre philosophie ? Comment se répartit la richesse ? Qu'est-ce que c'est que la méritocratie ? Ouais. Georges Elia, je te laisse poursuivre. Alors ça, c'est tout à fait important parce qu'effectivement, le concept de méritocratie, qui est un concept moderne, on doit pouvoir le relier dans la tradition hébraïque à la notion de mérite, tout simplement, de zchut, c'est-à-dire de ce qui nous est accordé en contrepartie d'une action bénéfique, effectivement, d'une forte affirmation des enjeux de justice et d'honnêteté. Et la problématique du mérite, qui est à la base de toute la valorisation des entreprises lorsqu'elles sont effectivement engagées dans une dynamique de bienfaits, est un point central, un point d'ancrage fondamental de la pensée hébraïque. Donc, on va pouvoir décliner cette notion-là en rejoignant, comme vient de l'évoquer Jean-Daniel Pic, les problématiques de la production de richesse, de la plus-value, de la hiérarchisation des responsabilités, mais aussi de l'obligation vis-à-vis des partenaires. On est quand même dans un système hiérarchique, même si aujourd'hui la hiérarchie tend à s'assouplir par les formes de sociocratie, mais la coopération participative trouve ses fondements dans la Bible hébraïque. Et de ce point de vue-là, la plupart des textes qu'on va pouvoir dérouler depuis le Sefer Bereshit jusqu'au Sefer Dvarim, au Deutéronome, fourmillent d'exemples où les patriarches, mais aussi les autres grandes figures, sont amenés à former des collectifs, à définir des formes de circulation de biens et d'argent. Et c'est cela qui va pouvoir être explicité de manière à montrer que ce que les jeunes entrepreneurs font aujourd'hui spontanément, avec ce même état d'esprit, a des racines très anciennes. Il y a la question aussi des inégalités qui sera abordée et aussi la question de la technologie. Alors, avec la montée des nouvelles technologies aussi, on le voit, quel est le regard de la tradition juive sur l'innovation et les implications humaines ? Elles sont nombreuses. La première chose que l'on doit dire, et là je fais de nouveau référence à ce qu'a évoqué Jean-Daniel rapidement, il a parlé de tikkun olam, de réparation du monde. Cette notion de réparation du monde suppose que le monde
n'était pas censé connaître le devenir, le développement que nous connaissons, que nous lui avons connu depuis des siècles. Que le monde était destiné à être un havre de paix harmonieux, d'emblée harmonieux, mais que cet équilibre initial a été perturbé. Donc la notion de tikkun olam fait son apparition dès l'instant où il devient nécessaire de réparer ce qui a été perturbé. Le tikkun olam, c'est le fait de devoir s'accommoder en pensant à des normes nouvelles d'une situation dégradée. On pense évidemment au bannissement du Jardin d'Éden. On pense également au fait que, paradoxalement, c'est la descendance de Caïn qui va être à l'initiative des premières industries, notamment de la forgerie, du fer, et que cela se fait dans une perspective qui est celle de rétablir un équilibre perdu, une harmonie défaite, et que cela va de pair aussi avec le souci éducatif, le chinour. Donc voilà, en gros, dans quelle perspective on se situe. Les entreprises contemporaines qui ont affirmé récemment la nécessité d'une contribution bénéfique sont dans la lignée même de cette notion de tikkun olam. Une réaction, Jean-Daniel ? Oui, pas grand-chose. Moi, je vais attendre avec intérêt la conférence de Georges Elia, parce que dès mercredi prochain, c'est un des thèmes qu'il traitera. Mais ce qui est frappant, c'est que la place de la rupture, la place... Les Hébreux, en réalité, constituent une entreprise à mission. Ils ont une mission absolument incroyable. D'éclairer le monde, d'aider de faire en sorte qu'on construise un monde de justice. On est dans une rupture absolument incroyable par rapport à la dureté des temps dans lesquels ils vivaient. Voilà, l'innovation commence dès la mission. Alors merci à tous les deux d'avoir été là. Malheureusement, on manque de temps, mais je voulais juste quand même pour nos auditeurs parler de ces conférences qui ont déjà commencé ou pas encore ? La première aura lieu mercredi prochain, le mercredi 20 à 20h à Copernic. Et on peut s'inscrire évidemment sur le site de Judaïsme en Mouvement. Exactement. Et sur toutes les autres qui suivront, j'imagine. Exactement. Et c'est ouvert à tous. 4 conférences, une tous les 2 mois, alternativement à Beaugrenelle ou à Copernic. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Jean-Daniel Pic. Merci, Georges-Elia Sarfati, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On se retrouve très régulièrement avec Judaïsme en Mouvement. À très bientôt.